Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture de décembre et du coup mon dernier point lecture de l'année. Et comme vous l'avez vu, eh bien il va y avoir mon coup de cœur de cette année, en tout cas mon coup de cœur en roman de cette année. J'ai eu plusieurs fois des petits coups de cœur au cours de l'année, des romans auxquels j'ai mis l'excellente note de 19 sur 20, mais j'avais mis cette année pour l'instant que la note de 20 sur 20 à une seule reprise et c'était pour un roman graphique. Mais j'ai mis du coup voilà, la note de 20 sur 20 à un roman et c'était une de mes dernières lectures de l'année. Ça a été une lecture que j'ai énormément appréciée et c'est la raison pour laquelle vous n'aurez jamais a priori sur ma chaîne les bilans avec mes meilleures lectures de l'année 2019 avant la fin de l'année. C'est parce qu'à chaque fois je me dis oui, mais si jamais j'ai un coup de cœur le dernier jour de l'année, comment je fais? Et forcément en fait ça m'arrivait jamais depuis le temps que je me disais ça, sauf que cette année c'est arrivé. Donc voilà, je suis contente puisque du coup ça m'a donné raison. Du coup je vais donc vous présenter ce point lecture dans lequel j'ai 6 romans et un graphique à vous présenter, du coup c'est quand même pas mal. Tout d'abord je vous parlerai de mon avis sur le tome 7 partie 1 donc de Outlander avec ce tome 7 qui s'appelle L'écho des cœurs lointains par Diana Gabaldon. Je vous parlerai ensuite de mon avis sur le roman de Clarisse Sabart, La vie a plus d'imagination que nous. Après ça je vous parlerai du secret de l'aimer par Alexiane de Lys. Ensuite, ce sera au tour du deuxième tome de la série Les Pirates de l'île Mirage, donc L'Explorateur, par Axel Collot. Ensuite, je vous parlerai du roman Les mots entre mes mains par Guenièvre Glassfurd. Et après ça, je vous parlerai du roman Nous les filles de nulle part par Amy Reed. Donc celui-ci, c'est chez Albin Michel. Et après, côté graphique, je terminerai juste en vous présentant le roman graphique qui s'appelle Les jours qui restent par Éric Derian et Magali Foutrier. Je vais donc démarrer tout de suite. Comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de suites de séries dans ce point lecture. Du coup, voilà, je passerai peut-être un peu plus rapidement dessus. Ou sinon, j'essaierai plus de vous parler quand même du tome 1 pour ne pas vous perdre et ne pas vous spoiler surtout. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec Outlander. C'est un peu pour moi la tradition de lire un tome d'Outlander pendant les fêtes de Noël. C'est déjà ce que j'ai fait les 2 précédentes années et c'est ce que j'avais à nouveau très envie de réitérer cette année. C'est même d'ailleurs ce que j'ai fait les 3 précédentes années en fait. Puisque déjà les tomes 4, 5 et 6, je les ai lus à chaque fois à la période de Noël. Et du coup, voilà, cette année c'était le tome 7 en sachant qu'en fait j'ai lu pour l'instant que la partie 1. J'ai pas encore la partie 2, faut que je l'achète prochainement pour pouvoir la découvrir. Alors, juste rapidement, on va parler justement du fameux découpage en 2 parties. En fait, ce tome 7 n'était pas plus long que le tome 6 ou le tome 5. Les tomes 5 et 6 faisaient exactement le même nombre de pages à 2 pages près, à savoir environ 1530 pages. Et ce tome 7, si on combinait les 2 parties, faisait lui aussi 1530 pages. Après, je comprends pourquoi ils ont décidé de le séparer en 2, puisqu'effectivement c'était vraiment pas très pratique pour les lire, c'était pas du tout pratique non plus pour les transporter. Donc voilà, je trouvais que c'était peut-être déjà pas une très bonne idée sur les tomes 5 et 6 d'avoir fait comme ça. En plus, il s'abîmait quand même un petit peu plus vite également. Donc voilà, je n'ai rien contre le fait qu'il les divisé en 2 parties. Je comprends du coup que alors que les autres tomes étaient vendus 18 €, celui-ci soit vendu 14 €, puisque du coup voilà, forcément ça augmente les frais d'impression, les frais voilà, pour que le livre puisse sortir. Du coup je comprends parfaitement ce prix de 14 €, mais je comprends un petit peu moins le prix de 18 € pour la seconde partie, enfin de 17,90 € pour la seconde partie qui fait donc 600 pages, alors que les tomes précédents qui faisaient 1500 pages étaient eux aussi vendus 18 €. Voilà, cette parenthèse étant fermée, on va pouvoir parler vraiment de ce thème-ci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série Outlander, pour ma part j'ai pas encore vu la série télévisée, ça fait longtemps que je me dis que je veux la commencer, mais que je ne me lance pas, tout simplement. Mais pour ce qui est des livres en tout cas, même s'il me semble que la série est quand même très fidèle, on suit l'histoire de Claire qui est une infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec son mari, ils décident en fait de faire une sorte de voyage ensemble et du coup ils se rendent en Écosse. Sauf que lors de ce voyage, en fait, Claire va passer à travers un cercle de pierre et va se retrouver projetée environ 200 ans auparavant, donc autour de 1740, 1750, je sais plus exactement. Et en fait, elle va se retrouver en plein pendant les batailles entre les Anglais et les Écossais, et elle va tomber notamment sur le personnage de Jamie. Alors effectivement, la relation entre Claire et Jamie est assez particulière dans le tome 1, mais je vous invite à poursuivre un peu au-delà si c'est le seul frein que vous trouvez, si vraiment vous aimez l'histoire,
mais que la relation entre Claire et Jamie est un petit peu votre bémol, je vous invite quand même à poursuivre puisque je trouve que leur relation change énormément au-delà de ce tome 1, puisqu'effectivement dans le tome 1, voilà, leur relation est un petit peu quelque chose d'arrangé pour que ça corresponde, et Jamie a des idées d'un Écossais de 18 ans de l'époque qui ne sont pas forcément du coup très, très chouettes envers les femmes, etc. Mais je trouve quand même que c'est un personnage qui évolue beaucoup de ce côté-là, et c'est un personnage que je trouve vraiment chouette par la suite. Donc voilà. Du coup on a également donc le personnage de Claire. Il faut savoir que c'est une série qui se déroule sur de très nombreuses années et que du coup voilà, quand ils se rencontrent au départ, Claire est assez jeune et Jamie l'est encore plus. Arrivé à ce tome-ci, ils ont tous les deux quand même une cinquantaine d'années, hein, voilà. Donc autant vous dire qu'ils ont pris de la bouteille entre temps, qu'il leur arrivait beaucoup de choses dans leur vie, et c'est vraiment tout ce qu'on va suivre. C'est un récit qui est assez particulier je trouve à Outlander, parce qu'on suit vraiment la vie quotidienne des personnages. Alors certes ils ont une vie qui est loin d'être tranquille et il se passe 36 000 choses pendant leur vie. Le second tome se passe à la cour du roi de France. À partir du tome 3 ils changent de continent. Et on suit ensuite toute une histoire différente avec les montées les montées de tous les mouvements d'indépendance aux États-Unis. Avant ça, on avait toutes les révolutions jacobites, les guerres du coup forcément entre anglais et écossais, etc. Donc voilà, vraiment c'est un roman que je trouve extrêmement riche au point de vue historique. Il se passe énormément de choses dedans au niveau des contextes. On va pas forcément nous décrire les événements qui se passent, mais en termes de contexte, je trouve ça vraiment très chouette. Après, c'est un roman qui est assez lent, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de pages dans chaque tome. Celui-ci, donc cette première partie fait 800 pages, enfin 799 pages pour être précise. Et voilà, donc on suit vraiment l'histoire quotidienne, comment ils s'installent à un nouvel endroit, qu'est-ce qui se passe, les relations avec leurs voisins, les différents personnages qui sont autour d'eux, puisqu'au fur et à mesure on a de plus en plus de points de vue, vu qu'il y a de plus en plus de monde autour d'eux. Et j'aime beaucoup, je dois dire, tous ces différents points de vue, c'est-à-dire qu'au départ quand ils ont commencé à introduire les autres points de vue, moi j'étais en mode ouais mais rendez-moi Claire et Jamie, et petit à petit franchement je m'attache de plus en plus aux autres personnages. On a également ici du coup dans ce tome-ci, sans vous dire trop qui c'est, les personnages de Brianna, de Yann et de William. Et le personnage de Yann est un personnage que j'adore. C'est un personnage que je trouve extrêmement touchant et très émouvant à partir du tome 5 je crois. En tout cas il est plus présent à partir du tome 6 et je crois qu'on commence à avoir son point de vue à partir du tome 6. Et c'est un personnage que je trouve vraiment très très touchant. C'est voilà. Dans ce livre aussi il y a eu un petit moment d'émotion pour moi, et c'était par rapport au personnage de Yann, même si voilà, je garde un très très fort attachement au duo de Claire et Jamie que je trouve vraiment très chouette. Voilà. En tout cas c'est une série que je continue à lire avec grand plaisir, que j'aime beaucoup, que je vous recommande de découvrir si vous ne l'avez pas fait et si vous n'avez pas trop peur des romans qui prennent leur temps. Voilà. Et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce tome 7 partie 1. Ensuite, je me suis donc lancée dans La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar aux éditions donc Charleston. C'est la suite ici du roman La vie est belle et drôle à la fois qui était sorti l'année dernière et qui se passait également à Noël. Et donc ici ce tome-ci se passe donc un an après. Je vous recommande très vivement d'avoir lu La vie est belle et drôle à la fois avant de vous lancer dans La vie a plus d'imagination que nous, puisque c'est vraiment une suite directe et que sinon ça vous gâcherait complètement le plaisir de la lecture, et qu'en plus vous ne sauriez pas forcément... Enfin voilà, les personnages ne sont pas autant présentés que si c'était la première fois qu'on les croisait. Donc voilà, je vous recommande vivement de commencer par le premier tome. Dans le premier tome, on suivait l'histoire de Léna, qui est une jeune femme qui n'aime pas spécialement Noël et qui reçoit en fait je sais plus exactement comment ça se passe, je crois qu'elle reçoit un mail, et son frère également, qui les invite tous en fait à venir passer Noël dans leur maison familiale qui est à la montagne, donc dans une belle ambiance de Noël. Et en fait quand ils arrivent sur place, et bien la mère n'est pas là. Voilà, et la mère n'est pas là, et elle explique un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Pourquoi est-ce qu'elle les a réunis, et Léna qui n'aime pas Noël n'est pas forcément très contente d'être là, même s'il y a le personnage de sa nièce qui est avec elle, qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et que j'étais très contente de retrouver. Et puis ensuite on avait pas mal de secrets de famille qui arrivent, on comprend pourquoi est-ce que Léna n'aime pas Noël. Elle recroise également d'autres personnages qu'elle avait connus pendant son enfance, il y a une petite romance qui arrive, mais c'est pas forcément ce qui était au centre du récit. Donc voilà, pour vous situer un petit peu. Ce tome 2 se passe donc un an après, je vais pas vous expliquer en gros ce qui se passe, mais
Pour l'ensemble de mon avis dessus, alors j'ai beaucoup aimé les différents personnages qui sont ajoutés, les nouveaux personnages qui se ramènent et les histoires qu'ils amènent eux aussi, puisqu'on va continuer à découvrir beaucoup de choses sur cette famille qui est quand même décidément assez particulière. L'ambiance de Noël marche à nouveau très bien, j'aime toujours beaucoup le personnage de la nièce et l'ensemble de cette famille en fait que je trouve de manière générale très attachante. En revanche, on a ici du coup en quelque sorte la suite de la romance et je suis pas très fan de la relation entre les deux personnages. C'est une relation qui m'a un petit peu exaspérée en fait, voilà. Je me disais bon, il serait bien qu'il se passe quelque chose, qu'ils décident de se parler peut-être ou je ne sais pas. Et du coup voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu agacée dans le récit. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était un récit qui était vraiment chouette et voilà, surtout pour le côté en dehors de la romance en fait. Et du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans le tome 3 du Secret de Lomé, donc le troisième et dernier tome de la série d'Alexiane de Lys. Ce tome 3 qui s'appelle donc La Destinée de Lomé, c'est aux éditions Michel Lafon et j'aime toujours beaucoup le travail éditorial qui est fait sur ces romans, je les trouve vraiment superbes. J'avais découvert pour ma part Alexiane de Lys avec sa série Les Ailes d'Émeraude que j'avais découvert je crois alors qu'il n'y avait que le tome 1 qui était sorti chez France Loisirs, donc ça date quand même un petit peu et donc Alexiane est quelqu'un que je suis depuis longtemps et que j'aime beaucoup retrouver. C'est vraiment une fille que je trouve vraiment très chouette, elle n'est pas beaucoup plus âgée que moi en plus de ça donc c'est quand même assez impressionnant je trouve et du coup voilà, j'ai été très contente de pouvoir découvrir sa seconde série et du coup la fin de cette seconde série dans l'histoire du Secret de Lomé en fait on suit l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Lomé, qui est un peu une pain-bêche, qui est un personnage assez chiant au départ et qui est en sortie scolaire, elle habite dans le sud de la France, elle est en sortie scolaire, ils explorent une grotte et puis en fait elle va tomber dans un lac. Voilà. Elle tombe dans un lac, elle se réveille et elle n'est plus sur Terre. Elle est arrivée dans un autre monde dans lequel, par rapport à sa physionomie, on la considère comme une esclave. Du coup, tout le monde la rabaisse, tout le monde... Enfin voilà, elle n'est pas du tout bien considérée, les gens veulent la vendre, etc. Et donc pour elle, qui a quand même un caractère vraiment pourri, c'était plutôt intéressant de la voir, du coup, devoir se confronter avec tout ça. C'est un récit que j'ai bien apprécié sur l'ensemble des tomes. J'aime beaucoup l'humour en fait qu'a Alexiane de Lys et j'aime beaucoup la manière dont elle le fait transparaître à travers ses héroïnes, que ce soit Cassiopée dans Les Ailes d'Émeraude ou Lomé ici. Et je trouve que l'univers de fantasy qu'a développé Alexiane est un univers qui est quand même assez riche, dans lequel il y a beaucoup de choses différentes. C'est un univers qui a son histoire, qui a sa mythologie, qui a ses propres créatures, qui a ses différents peuples, etc. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un travail très intéressant qui est fait de ce côté-là. Et vraiment voilà, c'est un gros point positif. On est ici sur un roman young adult, donc n'ayez pas de crainte, ça reste très simple à suivre. C'est pas du tout un récit de fantasy qui va vous perdre, mais pour autant je trouve qu'il y a un très chouette travail au niveau du développement de l'univers. Après, j'ai trouvé un peu plus de similitudes entre ce tome, par rapport à ce tome-ci avec la série Les Ailes d'Émeraude, et notamment peut-être dans les comportements un peu trop typés young adult pour moi, surtout au niveau de l'héroïne. Voilà, il y a certains choix qu'elle peut faire ou quoi, ou certaines actions, certaines pensées qu'elle a qui voilà, sont assez stéréotypées young adult et qui du coup ne correspondent pas forcément plus autant que ça à ce que moi j'aime lire. Mais par contre vraiment c'est un univers, voilà, comme je disais, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour dedans, c'est très chouette, ça se lit très bien. Donc voilà, vraiment une série que je vous recommande. D'ailleurs le tome 1 sort en poche en janvier, donc voilà, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, il sort en poche chez Michel Lafon dans leur collection poche. J'ai mis pour ma part la note de 16 sur 20 à ce dernier tome et je remercie les éditions Michel Lafon pour cet envoi. Ensuite, j'ai donc lu le second tome des Pirates de l'île Mirage, donc ce second tome qui s'appelle L'Explorateur par Axel Collot, c'est aux éditions Rouge Safran dans leur collection de Poivre. Il s'agit ici d'un petit roman destiné à la jeunesse, donc vraiment à la jeunesse à partir de 9 ans environ. Et du coup c'est Axel Collot qui me l'a remis directement lors du Salon du Fantastique. Elle m'avait déjà donné le premier tome en service presse et donc du coup ici c'est le second. On est ici sur une petite série avec un côté un petit peu steampunk, très aventure et très jeunesse, dans lequel en fait on va suivre l'équipage d'un bateau dans lequel chaque personnage est un peu particulier. Chaque personnage a vraiment un caractère propre et le tout est dirigé par une femme qui s'appelle Big Red et on suit voilà, toute l'histoire, les aventures de cet équipage dans le premier tome. Et il y a aussi un petit côté steampunk puisqu'ils vont devoir se battre contre des automates, il y a des créatures ailées, enfin voilà, pas mal de choses comme ça.
ça, en plus de l'univers marin, du côté vraiment bateau, avec voilà, la vie sur le bateau, etc. J'avais vraiment trouvé le tome 1 chouette. C'est un récit qui se lit très, très facilement, qui est facile à suivre, qui en même temps, je trouve, apporte beaucoup de doses d'aventure, d'humour également, et qui, à mon avis, plaira grandement aux jeunes lecteurs, de ce que j'ai cru comprendre des retours de la part de la tranche d'âge plus ciblée, sont vraiment chouettes. Donc voilà, une série que je vous recommande de découvrir si vraiment vous aimez les titres jeunesse, ou bien si vous souhaitez la faire découvrir à des enfants. Ensuite, j'ai donc lu Les mots entre mes mains par Guinevere Glassure, je ne sais pas du tout comment prononcer ça. Et du coup, donc c'est un roman qui est sorti au départ aux éditions Prélude, et pour ma part j'ai l'édition France Loisirs. Dans ce roman, ça se passe au XVIIe siècle, ouais c'est ça, ça se passe au XVIIe siècle aux Pays-Bas, à Amsterdam je crois, ou autour d'Amsterdam en tout cas, et on suit l'histoire en fait d'Elena, qui est une servante qui va se faire embaucher par un libraire. Et ce libraire ensuite va être amené à héberger chez lui René Descartes, qui à ce moment-là en fait est en train, voilà, de monter toutes ces toutes ces théories, tous ces plans, d'essayer de faire entendre sa voix, de faire entendre ses pensées qui ne sont pas celles de tout le monde, et qui en a un peu marre de ce qui se passe en France, puisqu'il n'est pas forcément très bien vu de tout le monde, et qui du coup essaye en fait de partir aux Pays-Bas pour trouver un peu de tranquillité, pour pouvoir continuer à travailler voilà, pour pouvoir continuer à travailler, etc., ne pas trop déranger. Et du coup, il part s'installer avec son valet, du coup, chez le fameux libraire, et donc là où travaille Elena. Et on va avoir ensuite une romance qui va s'installer entre René Descartes et Elena. Il faut savoir que le personnage d'Elena a réellement existé, qu'elle a vraiment été une servante chez un libraire qui a hébergé Descartes, et qu'il y a des preuves comme quoi, voilà, il s'est passé des choses entre eux. Donc il y a certains éléments qui se passent dans le récit. Enfin, il y a une petite note en fait à la fin qui précise ce qu'on sait vraiment, ce qui est sûr, les choses dont on a retrouvé des preuves, des actes, etc., de ce qui s'est passé entre eux. Et puis voilà, après il y a des côtés qui sont un peu plus imaginés, donc on ne sait absolument pas les discours les dialogues qu'ils ont pu tenir, etc. Mais on sait qu'il y a certaines choses qui ont vraiment été faites, notamment dans des choses que Descartes a pu transmettre à Elena, des actes officiels, des papiers officiels, etc. Donc voilà, il y a des preuves vraiment de ce qui est noté. Donc il y a vraiment un aspect historique dedans. Après, c'est un roman, donc ouais, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai plutôt bien apprécié le personnage d'Elena, j'ai bien aimé également la vie de servante qui est décrite, et l'époque et tout ce qui est montré entre le fait que Elena est protestante, que Descartes est catholique, que c'est pas bien accepté, que lui-même de manière générale est pas très bien accepté par rapport à toutes les pensées qu'il peut avoir, etc. Tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais c'est un roman que j'ai trouvé globalement assez lent et dans lequel je me suis un peu ennuyée. Voilà. Et il y a des passages que j'ai trouvé vraiment intéressants, notamment tous les passages qui sont un peu autour de l'instruction d'Elena, que j'ai trouvé vraiment chouette, mais sur la globalité, c'est un roman, voilà, que j'ai trouvé un petit peu lent, dont il m'a manqué un petit peu quelque chose. Et il y a quand même pas mal de choses qui prennent un peu de temps à arriver, je trouve. Donc voilà, une lecture que j'ai bien appréciée, mais qui n'a pas été aussi bonne que je l'espérais. Je lui ai mis la note de 15 sur 20. Et du coup, pour terminer, le dernier roman que je vous présente, ça a donc été mon coup de cœur de l'année 2020. Du coup, ça a été de l'année 2019, pardon. Ça a été du coup une de mes dernières lectures, et c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement poignant. C'est un roman... J'étais sûre qu'il allait me plaire, mais voilà, j'espérais forcément que ce soit un coup de cœur, mais en tout cas j'étais sûre que c'était un roman qui allait me plaire, puisque par rapport au thème dont il parle et par rapport aux avis, à quelques avis que j'en ai vus, je savais que ce serait un roman qui me plairait, et il s'agit du coup donc du roman Nous les filles de nulle part par Amiride. C'est publié aux éditions Albin Michel dans leur collection plutôt jeunesse. Et alors c'est un roman clairement destiné aux grands adolescents. C'est pas un roman forcément à mettre dans toutes les mains, puisqu'il parle de la culture du viol et qu'il y a des scènes dedans qui sont décrites, qui sont quand même assez décrites. Voilà, justement. En gros, dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Grace, qui est une jeune adolescente. Ça se passe aux États-Unis. Grace est une jeune adolescente qui déménage et qui du coup doit construire complètement une nouvelle vie dans un nouveau lycée. Quand elle arrive dans ce nouveau lycée, elle sait pas très bien où se placer, et elle va donc se tourner vers deux jeunes filles du lycée qui sont un petit peu mises à l'écart de tout le monde. Ces deux jeunes filles, ce sont Rosina, donc une jeune latino, et Erin, qui est une jeune fille un peu particulière, mais je vous laisserai découvrir ça par vous-même.
et elle va du coup se rapprocher de ces deux filles et elles vont former une sorte de trio. La narration en fait est sous 4 points de vue. En gros, on a des chapitres qui sont notés nous et qui sont des chapitres dans lesquels on suit vraiment plein de points de vue, mais de manière très courte. C'est vraiment juste 1 ou 2 paragraphes avec voilà, ce qui peut se passer pour plein de filles en fait de cette région là. Voilà, comme ça typiquement c'est un chapitre nous. Du coup c'est un chapitre dans lequel en fait on a plein de narrations différentes, et après on a donc des chapitres du point de vue de Grace, des chapitres du point de vue de Rosina et des chapitres du point de vue d'Erin, et on a également des encarts de sites internet. Donc voilà. Et du coup en fait Grace, quand elle va rencontrer ces deux jeunes filles, elle va apprendre qu'il s'est passé quelque chose dans le lycée, qu'il y a une jeune fille qui a été violée, en tout cas qui a dit avoir été violée et que personne ne l'a cru, que tout le monde l'a stigmatisée, que tout le monde s'est foutu d'elle et qu'elle a été obligée de déménager, de changer complètement de vie, que les garçons n'ont absolument pas été traduits en justice, qu'il ne s'est vraiment rien passé du tout pour eux, qu'ils n'ont pas du tout été condamnés, que voilà, la police locale les a protégés, que le lycée a voulu étouffer l'affaire, etc., en sachant qu'elle a été violée par plusieurs garçons lors d'une fête. Grace, en entendant ça, est complètement estomaquée, d'autant plus en fait qu'en déménageant, eh bien, elle a emménagé justement dans l'ancienne maison de cette fille, et qu'elle découvre des choses sur cette fille dans la maison qui la prennent vraiment au corps et qui font qu'elle a envie voilà, en fait elle a envie que ce soit pas juste quelque chose qui s'est passé, mais que ce soit quelque chose, enfin que les garçons soient condamnés, que ce soit quelque chose qui est dit, que ce soit pas elle qui soit stigmatisée, mais que voilà, en fait que l'accent soit mis sur le fait que c'est pas sa faute à elle qui s'est fait violer, que les personnes qui doivent être stigmatisées, les personnes dont on doit parler, les personnes qui sont en tort, eh bien ce sont les garçons. Qu'il n'y a pas d'excuse, enfin voilà, que c'est comme ça. Et elle va se rendre compte en fait à partir de là, elles vont se rendre compte ensemble, en discutant ensemble et en discutant avec d'autres filles, qu'il n'y a pas que cette fille-là. Donc dans ce lycée, il y a pas mal de choses assez sombres qui se passent et qu'il n'y a pas que cette fille-là qui est concernée, même si on parle quasiment que de cette fille-là. Et du coup, à partir de là, elles vont décider de monter justement le fameux club des filles de nulle part. Elles font ça de manière assez anonyme, et puis elles organisent en fait des réunions entre filles pour parler de tout ça, pour décider des actions à mener. Et du coup voilà, c'est tout ce qui va se passer dedans, comment elles mettent en place leurs actions, comment est-ce qu'elles essayent de combattre pour que finalement tout ça se soit dénoncé, en sachant que c'est compliqué parce que tout le monde en fait soutient enfin, c'est dans une petite ville aux États-Unis dans laquelle tout le monde est vraiment en mode ah non, il faut pas que ce soit. Ah non, hein, il s'est pas passé des choses mal, nos garçons ils sont bien, surtout faut pas que ça fasse de presse, non, mais ils veulent aller à l'université, enfin voilà. Clairement, c'est ce qui se passe, du coup, tout le monde essaye un peu d'étouffer l'affaire dans l'œuf. Et elles vont décider en fait de monter une sorte de mouvement de révolte en quelque sorte pour que voilà, tout ça se soit dit et que ce soit pas juste passé sous silence. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai trouvé vraiment coup de poing, que j'ai trouvé extrêmement bien faite. Et surtout, en fait, la raison pour laquelle j'ai trouvé bien faite, c'est parce qu'il y a énormément de points de vue dedans. Les personnages sont d'une très grande diversité et ils sont d'une très grande diversité autant dans leur physique, dans leurs pensées que voilà, par rapport à tous leurs avis dessus, puisqu'on ne suit pas que des avis de filles qui se disent que ce qu'elles font c'est génial, on ne suit pas que des avis de mecs qui sont des gros porcs, on a vraiment des personnages, enfin un panel de personnages qui est très large, puisqu'on a ces 3 personnages principaux, mais on a également les voix de d'autres personnages, et voilà, on suit vraiment comme une très grande diversité dedans, une grande diversité de pensées qui montre que voilà, tout le monde n'est pas obligé de penser de la même manière, que toutes les personnes qui soutiennent ces actions pour autant ne pensent pas de la même manière aussi, que ça n'empêche pas d'avoir enfin de pas être tous d'accord, mais que pour autant on peut s'unir pour certaines causes. Enfin, voilà, ça montre énormément de choses. Après, c'est un roman dans lequel je trouve quand même qu'il y a un défaut principal, qui est que tout est un petit peu stéréotypé. Je trouve qu'il y a un côté très à l'américaine, voilà, qui du coup moi m'a paru un peu étrange, et un côté effectivement un peu stéréotypé. Malgré ça, c'est un roman que je trouve vraiment très fort, très bien fait, très intelligent. Voilà, un roman que je vous recommande en tout cas très très grandement si vous avez envie de lire un titre sur le sujet, et qui se finit pas trop mal. Parce que j'avais lu précédemment Une fille facile, qui est un roman de Louise O'Neill, qui est un roman absolument génial sur le sujet, mais mon Dieu,
que c'était révoltant et énervant et frustrant. Donc voilà, ici on finit quand même sur une note un peu plus positive. C'est peut-être encore pire dans ce qui s'y passe, mais on finit sur une note un peu plus positive. Donc voilà. En tout cas, ça a été une très belle lecture et vous l'aurez compris, j'ai donc mis la note de 20 sur 20. Et pour terminer, je vais donc vous parler d'une bande dessinée, d'un roman graphique. Il s'agit de Les jours qui restent par Éric Derian et Magali Foutrier. C'est aux éditions Delcourt dans leur collection Mirage. Et on est ici sur un roman graphique dont les dessins sont vraiment représentatifs, enfin, sont vraiment similaires à ceux de la couverture. Du coup, voilà, on est sur un style de dessin assez simple, assez coloré. Et dans lequel en fait on suit différents personnages qui ont tous comme point commun le fait d'être malades et du coup de ne pas avoir une vie forcément très simple. Leur vie est sans cesse remise en question par la maladie, puisque du coup ils ne savent pas forcément... en fait ils ont une maladie et ils savent qu'il peut leur arriver quelque chose un peu du jour au lendemain. Ils ont du mal à du coup faire face à la société qui les entoure par rapport à ça. Ils savent pas trop s'ils doivent en parler ou pas, s'ils peuvent s'engager sur des choses, enfin voilà, on suit tout ça. Et donc on a tout ça surtout du point de vue de 3 personnes qui en fait consultent dans le même service de l'hôpital. Mais ces 3 personnes sont très différentes. On a un monsieur qui est assez âgé, qui est grand-père, une femme active et une adolescente, enfin une jeune adulte en cours d'art, une étudiante en art. Oui, c'est ça, ils ont 22 ans, 41 ans et 52 ans, donc voilà, ils sont quand même assez différents les 3, et puis on va suivre du coup toute l'histoire par rapport à ça. C'est un récit que j'ai trouvé très touchant au moment où je l'ai lu. Les dessins sont assez simples mais fonctionnent bien avec moi. Je l'ai trouvé très touchant au moment où je l'ai lu. Après, c'est pas un récit qui va forcément énormément me marquer et va forcément énormément me rester en tête. Mais j'ai apprécié le découvrir en tout cas. J'ai mis la note de 16 sur 20, oui c'est ça. Voilà, je l'ai bien apprécié, ça a été une jolie découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres, notamment forcément évidemment Nous les filles de nulle part. Et puis voilà, pour ma part je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!